choisi d'offrir un micro public pour permettre à des agences d'architecture, moi en l'occurrence pour ce soir, mais j'ai une gardoise, largement, de vous montrer leur production, leur démarche architecturale et surtout vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui se construit dans notre département. Alors, ça s'inscrit plus largement dans le cycle de conférence qu'on a fait, nous, à la fois un peu plus histoire de l'art sur les différents plans architecturaux, c'est-à-dire en parallèle pour la production plus contemporaine. Donc on accueille ce soir l'agence HB Mort, donc, qui est composée de 3 associés, Stéphane Hermé et Françoise Boquero, qui viennent ce soir, et d'une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes. Vont donc nous présenter leur travail et je vais sans plus tarder leur laisser la parole. Voilà. Bien, bonsoir. L'agence HB Mort, comme je l'ai présenté, est constituée de 3 architectes associés. C'est une agence qui s'est formée en 2007. Au départ, c'était Stéphane Hermé et moi-même. Guillaume nous a rejoint quelques années après, donc on s'est associés tous les 3 dans cette belle aventure, une agence d'architecture. On est donc 3 personnes, évidemment, avec des parcours différents et à la fois complémentaires dans la façon d'aborder l'architecture. On travaille sur tous les projets à 3 en général, sur en tout cas le démarrage des projets. Et après, on répartit le travail en fonction de la charge de chacun. Aujourd'hui, c'est une agence qui est composée de 9 personnes. Donc, on travaille avec 5 autres jeunes architectes et une secrétaire. Donc, c'est une agence qui est surtout... la spécificité de l'agence, on travaille uniquement au marché public, on va dire à 95%, voire plus. On n'a pas du tout de projet pour le privé. C'est un choix qu'on a fait au départ parce qu'on avait aussi cette expérience-là, tous les 3. Et puis en fait, ça nous va bien aussi, travailler pour le public. Dans la philosophie, comme on conçoit l'architecture, c'est de faire une architecture qui soit pour tout le monde et pour tous les citoyens et pas pour le privé. On vous montrera quand même un projet qu'on a fait pour une grosse entreprise limoise, mais c'est le seul projet qu'on a. Aujourd'hui, depuis qu'on est installé, on peut dire qu'on est aussi spécialisé dans les établissements recevant du public à haute performance énergétique. C'est-à-dire qu'on s'est rapidement glissé et on a travaillé rapidement lorsqu'on s'est installé avec Stéphane sur un groupe scolaire à Nîmes. On a eu la chance d'être retenu au concours avec Atelier GA et on a gagné ce concours. Et c'était un concours où il y avait déjà de la part de la ville de Nîmes de fortes ambitions environnementales qui nous a permis petit à petit d'avancer sur ce sujet-là et en tout cas de le porter et de comprendre, parce que c'est l'environnement, en fait, la qualité environnementale, on va dire que c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas encore bien construit, au sens où les choses avancent petit à petit dans la pensée des maîtres d'ouvrage et que l'on s'adapte nous-mêmes à cet avancement et on propose aussi des choses qui font que petit à petit, en participant à ce qu'on appelle les bâtiments durables méditerranéens, à comprendre ce qui est envisageable sur des bâtiments et qui fait, et en partageant avec les responsables grâce au label BDO, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les bâtiments. Concernant, je dirais, on peut peut-être avancer, ce qu'on voulait donc vous présenter, c'était donc l'agence, donc ça c'est à peu près, je vais vous présenter à peu près la philosophie en fait de l'agence. Vous montrer 5 projets qu'on a choisis complètement différents pour vous montrer que en fait
On a un panel de projets et de sujets différents, même si aujourd'hui on est reconnu, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais par la profession comme des gens spécialistes, toujours avec des guillemets, sur tout ce qui est enseignement, parce qu'on fait beaucoup de groupes scolaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en une dizaine d'années, on a dû faire à peu près 40 ou 45 concours de groupes scolaires. Donc on est plutôt retenu dans ce domaine-là, mais on a aussi la chance de travailler sur d'autres sujets qu'on vous présentera. Qu'est-ce qui fait comment on aborde un projet, en fait, quelle est un peu la philosophie de l'agence? C'est en fait, puisqu'on a un programme chaque fois avec un terrain, puisqu'on travaille sur des concours, c'est d'essayer d'inventer une histoire à chaque fois, que cette histoire elle soit différente. C'est-à-dire d'essayer de ne pas reproduire à chaque fois les mêmes éléments, de répondre au contexte, puisque c'est quand même le but de notre métier. On a un site qui est chaque fois différent, on a des orientations qui sont différentes. Donc comment on se positionne, quelle est la typologie? On commence toujours par une lecture du site, du paysage, de la topographie, de la typologie qu'il y a autour, pour en fait alimenter le projet et démarrer en fait le projet. Après, pour nous, il y a un point qui est essentiel et hyper important, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que nous, la plus belle réussite dans nos projets, c'est lorsque en fait, on a un retour sur les par les utilisateurs qui sont satisfaits du projet. C'est-à-dire que l'idée, elle n'est pas de faire le plus gros projet du monde et de se dire qu'on s'est fait plaisir en tant qu'architecte, mais c'est surtout que les utilisateurs soient satisfaits et soient bien dans le projet que l'on propose. Alors ça, on le ressent d'autant plus puisqu'en fait, on fait des groupes scolaires. Donc en fait, évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui passeront dans les écoles qu'on fabrique. Et c'est d'autant plus une responsabilité au sens où on a espoir que l'architecture dans laquelle ils passent quelques années leur donne envie soit d'être architecte, mais en tout cas leur donne la sensibilité à l'espace dans lequel ils vivent. Après, l'autre point, c'est la qualité environnementale. Je pense que les projets qu'on va vous présenter vous permettront de comprendre aussi vers quoi on se dirige chaque fois dans nos projets. Et puis, la technique désacralisée, alors ça, on a tendance à beaucoup la mettre en avant, parce qu'il y a eu une période en fait où l'environnemental souvent c'était lié à une forte technicité, c'est-à-dire qu'on avait tendance à mettre beaucoup de techniques pour se dire le projet il va être confortable pour les futurs utilisateurs, et puis on s'est rendu compte, et d'autant plus aujourd'hui, que les communes, entre autres dans les groupes scolaires, n'ont pas les budgets adéquats pour en fait après entretenir les bâtiments. Donc l'idée, c'est de leur proposer des structures, des bâtiments qui soient faciles d'entretien et de maintenance pour qu'en fait, ils n'aient pas de soucis, enfin le moins de soucis possible, on va dire. Donc après, on va vous présenter donc 5 projets qui sont construits. Après, il y aura plus ou moins de temps sur chaque projet. Et puis après, il y a 3 projets qui sont gagnés, puisqu'on fait des concours, qui sont en études ou qui sont en démarrage au chantier. Là, c'était... on va peut-être passer, c'était juste en fait... là, donc, c'est pour vous montrer l'agence. Donc, on est 3 associés, vous les voyez. Et tout le personnel, les personnes qui travaillent avec nous, qui sont très impliquées et qui permettent aussi de faire avancer les projets. En général, il y a un chef de projet, donc c'est soit Stéphane, soit Guillaume, soit moi-même, qui travaillons avec un des jeunes architectes, puisqu'en fait, ce sont des architectes qui ont tous moins de 30 ans. L'agence. Alors, premier projet qu'on voulait vous présenter, c'est le projet d'ailleurs qui était la photo de la plaquette d'invitation du CAE. C'est un projet qu'on a gagné qui est aujourd'hui, qui a été bâtiment durable méditerranéen, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un label qui est donné
par un organisme, par une association qui a monté un document avec différents sujets, différents thèmes, la matérialité, l'énergie, la sociologie, il y a 7 ou 8 thèmes, dans lequel il y a des questions et qui permet en fait d'avoir une note qui permet de présenter devant un jury le projet et de voir en fonction, il y a aussi des prérequis, enfin des demandes qui sont faites au départ, qui permet en fait d'accéder ou non à ce label qui a différents niveaux, qui est bronze, or, argent et or. Donc en fait il y a 3 phases, je vous le dis rapidement, il y a 3 phases. Il y a une phase qui est une labellisation pendant les études, il y a une labellisation en fin de chantier, puisqu'en fait ils ont mis en place ce point important qui est qu'on peut évidemment faire rêver pendant les études et décrire les plus beaux matériaux du monde, et après en chantier supprimer les matériaux ou changer. Donc il y a une vérification du projet en fin de chantier. Et après, il y a un label qui se fait 2 ans après pour voir comment fonctionne le bâtiment et avoir des retours sur le fonctionnement et sur ce qui a été mis en place pendant le chantier. Donc ça, c'est un projet qui se situe à Quissac. C'est un projet, en fait, c'était une extension d'une école élémentaire. Donc on avait un programme qui était en fait ici l'école élémentaire, et en fait l'ARD qui se situe ici est un programme de 7 classes maternelles avec un gros restaurant scolaire, un restaurant qui permettait à la fois pour l'école élémentaire et pour l'école maternelle, et qui aussi servait aussi pour les maisons de retraite. Ce projet, plusieurs impératifs qui étaient donnés par la maîtrise d'ouvrage, un objectif qui est intéressant et qui se développe de plus en plus dans tous les projets, c'est la mutualisation des locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communes essaient que les salles, par exemple, là il y a une salle de motricité, soient à la fois utilisées par les enfants du groupe scolaire, mais soit également utilisé par les associations qui appartiennent à la commune. Donc là, l'objectif, c'est qu'en fait, on a fait un projet qui s'enroulait avec une protection, parce qu'on est sur une RD qui est avec une grande circulation, d'avoir une cour qui est protégée en fait du bruit de l'avenue, et d'avoir un projet qui est complètement en rez-de-chaussée. Donc on est dans une école maternelle, parce que ça facilite les accès des enfants vers les cours, et d'avoir la partie restauration qui soit à l'arrière avec un accès à l'ouest, et la partie sportive qui soit derrière l'école élémentaire, parce qu'il y avait uniquement une restructuration assez rapide sur les cours élémentaires. Donc là, bon, c'est le plan, hein, peut-être que c'est pas très visible, mais voilà, on est dans un... On va peut-être vous montrer plutôt des images. Voilà, donc là, c'est l'accès, on est sur une place publique qui a à la fois un terrain qui est un terrain de boule et qui reçoit le marché en fait 2 fois par semaine. L'accès à l'école maternelle, la cour de l'école maternelle. Donc on est dans une structure sur ce bâtiment-là. On a des murs périphériques qui sont en béton, puisqu'on avait le souhait d'avoir une protection acoustique vis-à-vis du bruit à l'extérieur. Et on a toute la partie intérieure qui est en structure bois, avec, comme vous le constatez, soit du bardage bois, soit du bardage métallique dans la partie basse, c'est-à-dire la partie où on a alternance entre baies vitrées et puis partie métallique pleine. Là, une image de la salle de motricité. L'idée aussi, c'est de percevoir, quand on est dans la matérialité bois, on essaie au maximum, en tout cas au niveau des couvertures, de voir la charpente. Là, on est donc avec des panneaux acoustiques, sachant que sur tous nos projets, on travaille avec un acousticien depuis le début de notre installation, donc il est présent sur tous nos projets. Et après,
après, vous avez la matériothèque de ce qui compose en fait le produit. Alors, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que ce projet, on avait été aussi contacté par le bois massif central pour voir aussi au niveau du projet, ça a été calculé de voir en fait les distances parcourues par le bois, puisqu'en fait, comme on a aussi cette contrainte, puisqu'on était E4C1, alors E4C1, ça veut dire qu'on est au maximum d'avoir la demande de moins d'énergie, car le C étant la représentation du carbone, c'est-à-dire d'avoir un projet le plus vertueux possible. Donc il y a eu des calculs qui ont été faits avec l'entreprise Malige, qui avait donc le marché du lot charpente, de voir les distances parcourues par le bois, puisqu'en fait c'est une des problématiques aujourd'hui, c'est évidemment les mouvements que font les matériaux avant d'arriver sur le site. Voilà. Donc ça c'était les distances, là-dessus. Là, on voulait vous présenter un autre projet, qui est un projet d'un groupe scolaire qui est à Salon-de-Provence. Donc là, on est avec 10 classes, 6 classes élémentaires et 4 classes maternelles. Alors c'est un projet qu'on aime bien montrer parce que c'est un projet qui avait peut-être moins d'ambition environnementale, si ce n'est qu'on était dans un contexte, c'était pour revenir sur l'idée du contexte qui était très particulier, c'est-à-dire qu'on était entre une voie ferrée et un boulevard. Un projet avec un terrain longitudinal. Et on a fait le choix sur ce projet-là, et c'est un projet qui fonctionne relativement bien, c'est-à-dire qu'on a toute la partie commune, l'accès se faisant ici, on a toute la partie commune qui se situe dans le L ici, on a l'école maternelle qui s'ouvre en fait sur sa propre cour, on a la partie restaurant qui est en fait en bout, celle qui s'ouvre sur son propre jardin, et on a l'école élémentaire qui est au R+1 avec sa cour au R+1. Et en fait, c'est un projet qui fonctionne bien, très bien, parce qu'on n'a jamais eu de retour négatif, ni de retour de la maîtrise d'ouvrage, parce que ça, c'est très agréable quand on est archi de se dire qu'une fois qu'on a livré, on n'a aucun retour de la maîtrise d'ouvrage, c'est plutôt bon signe. Et c'est un projet où on avait mis en place en fait un mur périphérique en pierre en rez-de-chaussée, et en fait viennent se poser dessus des bâtiments qui reprennent la typologie de cave viticole et qui viennent en fait structurer. Là on a la cour de l'élémentaire qui viennent en fait donner cette dynamique au niveau du boulevard Danton. Donc là on est sur une matérialité relativement simple, on a cette structure en serrurerie, le béton sur une partie, la pierre en rez-de-chaussée, et en fait l'enduit, comment on vient se poser dessus, et le bois, voilà, tout à fait. Donc là vous avez quelques images des cours. La cour donc à l'étage, la cour au rez-de-chaussée, l'entre-deux, puisqu'on a créé un patio entre les locaux communs et puis des salles de classe, et la cour des maternelles. Là, on se retrouve dans la partie restauration, avec donc l'idée de retrouver, en tout cas dans la partie restauration, la forme qui était donc de ces toitures de pente, pour qu'en fait les enfants se retrouvent dans une architecture presque de petites maisons, et elle a un principe de très large couloir au niveau des classes, avec la reprise de cette toiture comme élément support des patères et pour les vêtements. Voilà. Alors là, on va vous présenter un siège social d'un gros laboratoire qui est dans le parc Georges Besse II. C'est un laboratoire, ça s'appelle Phytocontrol, c'est un laboratoire d'analyse de produits qui est avec un process très compliqué, très lourd,
l'idée de notre projet, et par rapport au contexte qui était donné, on a un plan masse qui est au plus simple possible, puisqu'on a un plan carré, dans lequel on est venu travailler avec une cour centrale éclairée par le haut, dans lequel il y a toute la partie commune à tous les labos qui sont en périphérie, dans lequel majoritairement les gens travaillent, qui devient vide avec des passerelles périphériques. En fait, je veux ajouter juste une chose, c'est qu'en fait la forme de ce projet aussi, elle est issue d'un programme qui se voulait très énergivore en termes de surface. Donc on est allé en fait au maximum de ce que la parcelle pouvait offrir comme surface pour en fait déterminer tout ce que l'on pouvait réaliser au sein de ce projet. Donc l'épaisseur du bâtiment elle est donnée par cette contrainte-là, ce qui explique qu'on est obligé de l'éclairer par son cœur. Je te laisse me dire. Alors peut-être que vous le connaissez, ce bâtiment. Donc là, c'est ce que dont vient de parler Stéphane, c'est-à-dire qu'on a ce vide central avec les labos qui sont en partie centrale. Voilà. Donc ça c'est un équipement avec une cafétéria, beaucoup de bureaux, des salles de conférence. C'est un bâtiment avec une grande complexité au niveau CVC, mais qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui est très bien entretenu par ses propriétaires. Là, on vous a mis une école qui est l'école maternelle Pauline Cargomar. C'est une école qui est derrière l'ancien bâtiment EDF à Nîmes. Alors cette école, on était associé avec Atelier GA. C'est une école qu'on a gagnée en 2012, qui a été livrée en 2016 parce qu'il y avait des soucis entre les deux. C'est une école qu'on aime bien parce que c'est une école qui était un petit... En fait, il y avait un bâtiment existant sur une parcelle très petite sur laquelle il y avait en fait de magnifiques platanes. Et en fait, on avait décidé de garder ces platanes au maximum et de venir, donc là vous le voyez sur ce schéma-là, c'est d'autant plus explicite, c'était de garder le bâtiment donc, en gris et de venir en fait compléter, de faire des rajouts sur ce bâtiment existant et de venir démolir et de venir surtout faire un ruban en bois qui viennent en fait entourer les arbres au niveau du R+1, ce qui permettait en fait d'envisager que les enfants et leurs enseignants, lorsqu'ils étaient en fait dans leur classe, soient pratiquement dans la canopée des arbres. Donc c'est une école qui fonctionne plutôt pas mal, qui est aujourd'hui, sachant que l'étage en fait venait créer les préaux qui étaient demandés au programme. Et là, on avait la partie restauration avec une demande qui était de maintenir la porte que vous avez vue comme première image. Voilà, c'est les photos de l'intérieur de la cour avec les classes, les 5 classes qui étaient demandées au programme qui sont à l'étage. Et bon, là, on est dans... En fait, on se rend compte que, évidemment, les programmes aussi évoluent parce que on y est allé là récemment. Aujourd'hui, on essaie sur les programmes de groupes scolaires, enfin les maîtres d'ouvrage essaient parce qu'aussi ils ont des subventions, de désimperméabiliser les cours, c'est-à-dire qu'on essaie d'enlever l'enrobé et de planter au maximum et de proposer plutôt d'autres matériaux pour désimperméabiliser. Donc là, on était complètement en enrobé, mais c'est un espace qui est plutôt agréable sous ces préaux. Et en fait, sur ce projet, là aussi, hein, c'est une contrainte de site qui nous a conduit à mettre en œuvre ces formes-là, à la fois par le patrimoine végétal qui existait sur site, qu'on a tenté de conserver dans son entièreté, à l'exception d'un sujet qui a été obligé, enfin, on a été obligé d'abattre un arbre, mais qui c'est en fait l'étude phytosanitaire qui nous a contraints à supprimer cet arbre, sinon pour le reste on les a conservés. Le problème c'est que la commune les a élagués d'une manière assez peu élégante par rapport à leur qualité plastique de départ,
Et donc cette forme et ces choix d'orienter le projet sont aussi la résultante du patrimoine végétal et du fait que la parcelle soit extrêmement contrainte en surface. Donc ça nous a obligés en fait à organiser le projet en mettant à l'étage les classes, au rez-de-chaussée les locaux communs, donc la BCD, la salle de psychomotricité, et les salles de classe par contre et leurs ateliers se trouvent à l'étage. Ce que expliquait Françoise, aujourd'hui les arbres ont beaucoup de mal à se remettre de cette taille exagérée de départ. Donc ça va vers le mieux, mais on a encore des... Voilà, c'est loin d'être parfait. Et dans l'idée que nous avions au départ, c'était en fait d'installer les gamins comme des cabanes sur les promontoires qui venaient en fait se lever au milieu de cette canopée. Je te laisse continuer. Là, c'est une salle socio-culturelle qui est à l'Anglade. Alors, c'est une salle dans laquelle il y a une salle polyvalente et des salles qui accueillent aussi des associations. Donc là, on est le long de la voie verte. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Bon, le plan là, c'est pas terrible, mais là, il y a la voie verte. Là, il y a un bâtiment qui existe. Donc l'idée, c'était de travailler sur une morphologie, ou en tout cas existante, qui est la cave. Reprendre ce principe-là. Et on a fait en fait deux bâtiments qui viennent coulisser l'un vis-à-vis de l'autre pour en fait créer en fait l'entrée dans cette partie-là. Donc en fait il y a quand même un cheminement qui est plutôt intéressant parce que là on a des platanes aussi qui existent. C'était évidemment de maintenir au maximum les platanes qui existaient et d'avoir avant d'arriver dans la salle un cheminement, une préparation avant de rentrer dans le hall. Donc là quelques plans. Voilà, le principe est relativement simple. On est dans un projet complètement en béton. Donc là, c'est les deux petits bâtiments là, dont je vous parlais qui existent. Ouais, la gare et la lampisterie. Et voilà. Donc là, c'est un bouquet. On est dans un budget relativement bas. Donc on fait aussi, parce qu'il y a aussi ça qui est quand même capital évidemment, on fait au mieux avec ce qu'on a, comme on dit, mais on est arrivé finalement à travailler sur deux matériaux, on souhaitait un bâtiment en béton brut, et après on a travaillé en fait tout ce qui est volet, qui sert aussi de persienne et de protection solaire, avec ces ferronneries qui viennent devant toutes les baies vitrées au rez-de-chaussée. C'est un projet sur lequel il y avait une grosse contrainte économique, donc c'est ce que François a exposé. Il y a un budget extrêmement tendu, qu'on a réussi à sortir dans l'enveloppe budgétaire prévisionnelle, et avec une loi des natures qui en fait reprenait le vocabulaire de la gare existante et de la lampisterie. En fait, c'est ce qui nous a conduit à réaliser cette forme qui reprenait en fait ces mots des natures-là. Donc le challenge il était double, à la fois parce qu'on était sur un site de nouveau très contraint, parce que finalement on va présenter ce soir des projets avec de grosses contraintes de site, mais c'était aussi sur ce projet-là, il n'y avait pas de fioriture de possible, de fait de cette contrainte économique qui était très très présente. Il y a une avance de mur végétal. Oui. Alors il y a une amorce de Oui, mur mais végétal. ils n'entretiennent pas. Alors. En fait, il faudrait qu'ils arrosent, oui. Ils n'arrosent pas. Donc ça pose un problème parce qu'on avait l'idée c'était en fait que tout ce pignon soit habillé par des jasmins. Ouais. Donc les jasmins, c'est pas en plus d'un entretien phénoménal, à part la cochenille, c'est le seul problème qu'ils peuvent vivre. Donc en fait, on avait imaginé, alors tout le pignon est câblé, y compris sur le long pan donnant sur le voisinage. Et j'y suis passé, enfin j'y passe régulièrement sur l'englade et voilà, il n'y a pas de... Les végétaux sont à peine à 1,50 m, 2 mètres. Alors qu'on a, à titre personnel, planté des jasmins, mais sans entretien, ça grimpe à des hauteurs phénoménales. Il n'y a pas d'envie. À l'intérieur de grosses contraintes acoustiques, Non mais vas-y. de grosses contraintes acoustiques à la fois du bâtiment vers le voisinage, et enfin c'était surtout ça,
Donc on a un gros complexe de toiture qui a été élaboré avec un atelier rouge, l'acousticienne dont parlait Françoise tout à l'heure, de façon à, parce que une des volontés de la commune, au-delà de faire des spectacles à l'intérieur, c'est aussi de la mettre en location pour des occasions un petit peu mariage, baptême et autres. Et donc ils avaient la crainte, c'est qu'on a un environnement avec du voisinage proche de ce bâtiment. Et c'était comment arriver à gérer le bruit que l'on pouvait générer dans le bâtiment vis-à-vis du voisinage. Donc, par le biais d'une toiture relativement complexe, on est arrivé à résoudre cette équation-là. Il réalise des concerts dans le cadre du festival de jazz et autres, sans que l'on ait de retour sur les problématiques avérées entre le voisinage et la salle socioculturelle. Donc les panneaux que l'on voit en bas à gauche sont en fait un travail sur des panneaux bois en médium que l'on est venu perforer et orienter. C'est un travail qui a été fait avec l'acousticien. Il n'y a pas deux modules qui sont orientés de la même façon. Le placard que l'on voit dans l'entre-deux, c'est un placard qui répond lui à des contraintes, sans entrer dans les détails, mais sécuritaires. Il fallait que l'on puisse voir à l'intérieur du placard ce qui s'est passé en cas d'incendie. Et puis c'est les mouchards à biais créés par les serrureries sur les volets qu'on voit sur l'image en bas à droite. Alors, groupe scolaire Léo Rousseau. Donc ça c'est un groupe scolaire qu'on a gagné à Nîmes, quartier Claude Orville. C'est un groupe scolaire qui démarre en chantier, là, qui a démarré hier. Ce groupe scolaire, il est conséquent parce qu'en fait, il y a 6 classes élémentaires, 5 classes maternelles et 8 demi-classes, plus salle de repos, salle de motricité, restaurant. Donc on est dans un équipement un peu important, ce qui s'inscrit en fait dans une démarche globale de renouvellement urbain. Ce qui était très intéressant dans ce sujet, c'est qu'en fait, il était demandé dans le programme de mettre en place, en parallèle du groupe scolaire, un terrain de sport qui soit ouvert sur le quartier. Donc là, on a, vous voyez les rues, là, Robert Schumann. On a fait le choix, en fait, de mettre ce terrain de sport. Enfin, je dis ça parce que on était évidemment 3 confrères. On a pu voir ce qui avait été produit. Nous, on a souhaité que ce terrain de sport il soit devant et qu'il soit à l'entrée de l'équipement. C'est-à-dire qu'il fasse partie du réaménagement de l'espace public qu'on a voulu en fait ici. Donc le terrain de sport il est ici. L'école, vous la voyez, elle est là. Elle est en R+1, c'est-à-dire à 2 niveaux. Le gros principe qu'on a voulu sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une école qui existe, avec un magnifique patrimoine végétal. Donc ça aussi, ça fait partie, on démarre. Qu'est-ce qu'on a envie? On a souhaité rapidement garder tous les arbres, à exception de 2-3, je ne vais pas vous dire qu'on a tout gardé, parce que de garder au maximum tous les arbres qui sont sur le site. Et après, il y avait un sujet qui était très important et qui était demandé par la maîtrise d'ouvrage et qui était un support aussi intéressant à garder et à développer, c'est que la maîtrise d'ouvrage souhaitait que chaque classe ait un espace extérieur pour en fait que les enseignants et leurs élèves puissent aussi faire classe à l'extérieur. Et ça, c'est un élément que finalement nous on essaye aujourd'hui dans les projets, même si c'est peut-être pas indiqué dans les programmes, de développer parce qu'on se rend compte que par rapport à ce qui s'est passé, à la Covid ou à d'autres choses, ou même à développer en tout cas la sensibilité aux enfants, à la nature et à la végétation, c'est plutôt intéressant de leur offrir aussi la possibilité qu'il y ait des espaces extérieurs qui ne soient pas que les cours, parce que bon là, il y a les 2 cours qui ne sont pas très visibles, mais la cour de la maternelle, la cour de l'élémentaire, mais chaque fois, il y a des grandes terrasses pour en fait faire des cours particuliers à l'extérieur.
Donc là, on voit, si vous arrivez à voir tout ça, ce sont des grandes terrasses, là aussi, qui sont proposées pour en fait ce dont je viens de vous parler. Donc là, on voit depuis l'espace public, on a là le futur terrain de sport, avec là l'accès du groupe scolaire. Et là, on perçoit en fait ces entre-deux qui sont relativement larges, même si peut-être là, c'est pas la perception qu'on peut avoir, mais qui permettent aux enseignants de faire classe à l'extérieur. Là, c'est la salle de restaurant, la future salle de restaurant, et ça, c'est le hall, puisqu'il y avait aussi le souhait de la mairie d'avoir la partie rez-de-chaussée qui soit ouverte sur le quartier. C'est-à-dire qu'il y aura à l'intérieur une cuisine, une BCD qui seront ouvertes et utilisables par les familles du quartier. Donc on a un hall qui est relativement large. Là, c'est une école maternelle. En fait, il y a deux projets. C'est une école maternelle que l'on vient de gagner au mois de janvier, qui est une école maternelle à Prades-le-Lez. C'est une démolition-reconstruction d'une école maternelle. On est dans un site qui est une grande place qui aujourd'hui n'est pas du tout végétalisée. C'est sinistre, l'architecture qui est autour est un peu terrible. Donc on a fait le choix d'adoucir, alors je ne sais pas si c'est par architecture qu'on y arrivera, mais en tout cas par le thème de faire une école maternelle, c'est de retrouver des formes courbes sur l'espace public, que vous voyez ici évidemment, et également en fait à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire de créer en fait de larges circulations extérieures, parce que c'était pour le coup, là on est sur un projet où clairement dans le programme il était indiqué que la maîtrise d'ouvrage ne voulait pas de circulation, qu'elle voulait que les classes soient desservies par l'extérieur, ce qui est pour des raisons économiques, elle a fait ces choix-là, et ce qui est plutôt judicieux, je dirais, même si ce sont des maternelles, mais dans nos régions, puisqu'on n'est quand même pas confronté au froid. Donc on est dans une situation, là on est au plan du rez-de-chaussée, R+1, donc on a toutes les classes au R+1 aussi, avec cette large circulation qui sert en fait comme un petit peu à cargomar de préau dans cette partie-là. Et on est avec une grande ambition aussi environnementale sur ce projet-là, puisqu'en fait le maître d'ouvrage souhaite être BDO or, on est à la phase APS, donc dans le projet sommaire on démarre, mais on est avec une chaufferie bois, de la géothermie, des façades en bois là, et puis une structure globale en béton. On va faire courte. Voilà. Donc ce projet-là, vous le voyez là, il est en étude, la cour, l'extérieur. Et en parallèle, on a aussi trois classes d'élémentaire à glisser dans un bâtiment qui est en face de l'école maternelle. C'est également un groupe scolaire, Paul Cayat. C'est un projet à Saint-Paul-et-Durance. Saint-Paul-et-Durance, c'est une commune qui est au nord d'Aix. C'est un projet qui est sur une parcelle très longue. C'est un projet de réhabilitation extension. Il y a aujourd'hui une école élémentaire qui existe. Le projet, c'est de faire une extension par une école maternelle et par un restaurant. C'est au bord du canal EDF, donc c'est un site qui est un peu dur. On a le canal EDF qui se situe ici. En face, il y a la route. Pardon ? Une voie rapide. Hein. Là, on est dans l'existant. Et on a en fait, on est sur des façades un peu rudes parce que c'est une juxtaposition de bâtiments de différentes époques. Et ce qu'on a souhaité, c'est en fait utiliser les préaux comme éléments qui viennent lier en fait tout l'ancien, le nouveau et la salle de restaurant qui se situe au bout. Et on retrouve en fait le principe de lanière qu'il y a dans la commune, parce que c'est en fait la commune, même si vous ne voyez pas ici, est composée d'éléments
de maisons tout en lanière et qui sont relativement courbes autour d'une partie centrale. Voilà, donc là on a pour le projet, c'est l'école maternelle Action Resto et évidemment toute la désimperméabilisation et la reprise de toutes les cours qui aujourd'hui sont enrobées et la création par contre d'un parking pour les parents et les utilisateurs de l'école. Donc là, une vue frontale, là vous avez une des classes et puis là le restaurant scolaire. Voilà, le principe, c'est retrouver en fait dans l'existant cette casquette qui vient en fait relier tous les éléments pour en fait un peu venir cacher et avoir un projet plutôt global plutôt que des juxtapositions d'architecture qui viennent les unes à côté des autres. Voilà, donc là on vous a fait un panel parce qu'il faut savoir que c'est peut-être un peu rapide, mais en fait on a la chance de travailler en marché public, donc on a la chance surtout d'être quand même retenu à des concours, mais on a la malchance d'en perdre beaucoup, puisque l'an dernier on en a perdu 10. Donc on vous a fait un petit peu un kaléidoscope de tout ce qu'on a perdu. Hein, le cimetière, des projets, ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a différents sujets. On a perdu une cuisine centrale à Vauvert, on a perdu un centre de loisirs à Saint-Raphaël dans le Var, un groupe scolaire près de Toulouse, je pense qu'il y en a d'autres parce qu'on a la chance d'être retenu vers Toulouse, une école à Carnoux en Provence, dans le 13. Voilà, bon, on va pas faire comme ça. Voilà. Ben, merci de votre écoute. On est prêt à entendre vos questions. En espérant pouvoir y répondre. J'espère déjà dans un premier temps que pour certains, ça aura permis d'avoir quelques clés pour comprendre votre environnement au quotidien si vous êtes sur nous, vous avez des jeunes qui réaliser ces projets. Se rendre compte aussi que les formes sont pas gratuites, qu'elles ont un sens sur nos réseaux. Et puis également, le fait que quand on fait un projet de bâtiment comme l'agence HB-Mort, ce qu'on peut voir dans le discours, comprendre au travers du projet, c'est qu'il n'y a pas une finitude du projet à la limite de propriété. C'est-à-dire qu'on parle aussi d'urbanisme et de vision de la vie. On le voit notamment avec le son, le choix de mettre le terrain, le sport, vraiment en limite, de faire ce traitement avec toute cette structure qui scorde de l'espace et qui rythme également l'espace public. Donc voilà, donc il y a des interactions entre chaque projet et le quartier dans lequel il se trouve. Voilà. Si vous avez des questions maintenant, je vous laisse les poser. Ou pas, effectivement. Vous êtes en cours. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Et il y a un aspect que vous n'avez pas trop abordé, je pense que peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots, c'est la relation avec les personnes qui ont besoin justement de ces travaux, qui ont besoin de ces conceptions nouvelles et tout ça, et peut-être de la relation à la fois enthousiaste et peut-être quelquefois difficile, parce que vous ne parlez peut-être pas le même langage. Alors, sur les groupes scolaires qu'on vous a présentés, il faut savoir que ce soit avec la ville de Nîmes ou avec tous les projets qu'on a faits, les maîtres d'ouvrage ou les AMO mettent en place en général des réunions avec les enseignants au fur et à mesure de l'avancement du projet. Sur avec les utilisateurs, donc. Oui, tout à fait. Alors sur Prades-le-Lez, celui qui était courbe, là, qui est en étude, en démarrage, là on est dans un encore plus que plus, c'est-à-dire qu'ils ont dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage, il y a une assistance à maîtrise d'usage. C'est une personne qui en fait fait, d'ailleurs je devais y être ce soir, mais qui fait en fait des réunions avec tous les utilisateurs. Donc la dernière fois que j'y suis allée, on était 30.
Et les utilisateurs donnent leur avis, sur la cour, comment ils voient. Alors il y a des enfants aussi qui participent. La dernière fois, il y avait 2-3 enfants. Il y a les enseignants, il y a les élus, parce que c'est une commune qui souhaite en fait prendre des décisions avec ses utilisateurs. Il y a également tout le personnel qui travaille pour le périscolaire, parce qu'un groupe scolaire, il y a aussi ceux qui sont le matin. Et donc chacun, et là, moi avant-hier, on a fait évoluer le plan de PRAL, et on avait rendez-vous avec la directrice de l'école maternelle, pour faire des échanges avec aussi le directeur de tout ce qui est périscolaire, pour voir aussi eux comment ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils ont envie. Bon, voilà. Alors évidemment c'est pas simple non plus, hein, parce que je dirais que ce travail-là ils l'ont fait, le maître d'ouvrage l'a fait en programmation. Donc c'est pour cette raison qu'ils en sont arrivés à ne pas donner de circulation, à ne pas mettre de circulation dans le programme, puisqu'en fait les enseignants voulaient des classes de 80 mètres carrés et en fait le budget ne permettait pas d'accéder à ça. Donc en fait la prise de décision d'enlever les circulations et de se dire que tout se passait par l'extérieur, c'est une décision générale, et de se dire si vous voulez avoir des classes plus grandes, c'est au détriment des circulations. Sur la ville de Nîmes, sur Léo Rousson, par exemple, on a fait à chaque phase, avec les services, avec les enseignants, avec tous les enseignants, enfin tous les enseignants ou ceux qui sont représentants des enseignants, avec les services de nettoyage, du carrelage, des vitres, avec les services, tous les espaces verts, c'est-à-dire comment ils vont entretenir aussi les cours, c'est-à-dire que d'un coup, ils ne soient pas surpris en disant c'est encore des affabulations des paysagistes et des architectes. Bon. Introduction, évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne travaille pas que tous les 3, ni tous les 9. À l'agence, on travaille avec des paysagistes, avec 2 en particulier, avec un acousticien et avec des bureaux d'études qui sont à peu près les mêmes à chaque projet que l'on fait. Mais voilà, on a, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas, il y a beaucoup de confrères dans la salle, je pense que c'est quand même quelque chose qui est devenu assez habituel, que les utilisateurs, enfin en tout cas dans les groupes scolaires, hein, que les utilisateurs puissent intervenir et dire ce qu'ils ont besoin. Et, enfin là, à Prague, on est dans presque la dernière fois, on est arrivé avec une page blanche alors que le concours était gagné. Donc je vous dis que là, on part de loin. Hein. C'est-à-dire que les utilisateurs avaient pour mission dans la soirée de dessiner la cour. Donc il y avait quand même le paysagiste qui avait gagné, on avait gagné le concours avec un dessin. Donc voilà, ça va très loin. Et c'est utile. Et aujourd'hui, il faut savoir que BDO, semble-t-il, est en train de changer son cadre, ses principes, et l'utilisation va être un des points les plus importants avec l'énergie évidemment, mais qui sera mis en avant, c'est-à-dire de faire des bâtiments qui soient adaptés à ceux qui vont les utiliser. Merci. Mais c'est à double tranchant. Hein. Je vais modérer un petit peu tout ça parce que me faire le pas sympathique, mais c'est juste qu'à force de donner beaucoup de latitude et d'importance à l'utilisateur, même si pour nous c'est, comme l'a expliqué Françoise au tout début de la réunion, le projet n'est réussi pour nous que si l'utilisateur est satisfait au bout du bout. Donc il faut être à l'écoute, il faut prendre en considération évidemment, mais le projet architectural n'est pas de hasard. S'il est arrivé avec cette image, avec cette implémentation, cette orientation et ces choix architecturaux, c'est le fruit d'un travail, d'une réflexion, et ce n'est pas le fruit du hasard. Donc quelquefois on se retrouve à chambouler des éléments qui sont en place de manière sérieuse et réfléchie, alors que quelquefois on se retrouve confronté à du j'aime pas, et c'est pas que ça le projet. Donc aujourd'hui la maîtrise d'usage devient important, et tant mieux, mais il ne faut pas trop non plus que cette maîtrise d'usage prenne le pas sur toute la réflexion portée en amont du projet architectural.
moi je trouvais la question très intéressante de la question des vocabulaires entre architectes, utilisateurs et comment se comprendre. Et je voulais juste te rajouter, Stéphane, peut-être le troisième tranchant, qui est peut-être pas forcément évoqué, mais je rejoins tout à fait vos deux points de vue, quoi. Ben, il y a des concertations de l'usage, il y a un réel progrès sur les 20 dernières années. Bon, mon constat, c'est que ça rajoute des gens qui s'occupent de ça, qui font de l'intermédiaire, mais qui vont expliquer le projet à des gens qui, des fois, le comprennent de moins en moins bien, quoi. On est, je pense, on a totalement tranché la vision par rapport à il y a 20-30 ans, où les décideurs disaient « les utilisateurs, ils prendront ça comme ça ». Donc c'est quelque part un progrès. Derrière, moi, ça pose d'autres questions sur le troisième tranchant. Si on revient à l'école de la République, où de Paris, on a imposé partout un modèle d'école, je crois que l'architecte s'appelait Durand de partout, et c'était un projet politique, et on l'imposait à l'entrée des villages et des communes dans l'éducation, avec l'éducation prioritaire. Aujourd'hui, je pense que pour un projet de la qualité de l'HV Mort, il ne faut pas se voiler la face aussi. Il y en a plein d'autres qui sont très médiocres, sans portée politique, quoi. C'est-à-dire, d'un coup, on met une école à l'entrée du village, à côté du lotissement, et le souci, c'est d'intégrer l'école au lotissement, avec déjà des maisons médiocres où l'orientation solaire, on s'en tape. On va tenter de faire représenter, d'intégrer soi-disant l'école à des maisons Cigalou ou autres, où d'un coup, c'est un peu. Donc il n'y a pas de discussion, ça fait l'unanimité dans la production actuelle, et on tire tout vers le bas, quoi. Donc le troisième tranchant, parce que j'ai trouvé vos deux bien justes, mais il y a aussi à côté ce qui se fait régulièrement et qui est un peu, des fois, pas très enthousiasmant, tant en projet architectural, mais en projet d'éducation nationale et de cadre d'enseignement pour nos enfants. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, quand vous posez une question? François Neuillère, architecte. D'autres questions? Non? Moi? J'avais Voilà, on va poser une question. Je suis Guylaine Schaeffer, je suis une des conseillères en architecture du CAUE. Je vais continuer sur la participation des utilisateurs. Est-ce que ça a été une demande initiale qui était à ce moment-là valorisable dans vos missions financièrement, ou est-ce que c'est venu en cours de route? Alors, parce que c'est un peu contradictoire aussi avec le concours. Sur Prague-le-Lez, c'était clairement, enfin sur celui qu'on démarre, là, c'était clairement énoncé dans le règlement du concours. Donc on a une ligne réunion dans nos honoraires. Voilà. Mais sinon, mais bon, après, c'est quand même, enfin, ce qui est toujours le paradoxe, c'est sûr que la difficulté aujourd'hui sur ce thème de faire appel aux utilisateurs, c'est qu'on est aussi, vous doutez, contraint. Alors il y a le double discours, c'est-à-dire qu'on vous demande d'écouter, de faire des réunions et il n'en manque pas, et puis à la fin on a un timing qui est l'école, on la veut pour septembre dans 2 ans. Donc moi là j'ai dit à un moment le plan il va falloir l'arrêter parce que on ne va pas les bureaux d'études sinon ils ne suivent pas, parce que du moment ils disent moi je ne travaille pas tant que le plan il n'est pas calé, enfin, on est tous confrontés à ce genre de choses. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que le mouvement il est. Mais moi je trouve que globalement ce que j'ai remarqué c'est que quand on se réunit à 30 personnes comme l'autre jour, moi alors pour être, je vais pas raconter ça, mais c'est vrai que sur le soir j'étais un peu agacée. Parce que évidemment quand vous êtes 30, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient quand même mauvais joueurs et pas bon caractère. Vous repartez de là à 10h du soir, vous dites ça m'a un peu gonflé quoi. Hein. Je suis là, c'est pour avancer, pour discuter.
Mais bon, sur le lot, il y a toujours le casse-pied. Alors, moi, je l'ai fait remonter à l'AMU, j'ai dit que ça, c'était pas possible. La bienveillance, c'était le minimum, parce que quand même, écouter, c'est bien, mais bon, c'est mieux d'écouter dans une ambiance sympathique. Il semblerait que ce soir, ça a été le message qu'elle a envoyé, puisque la réunion se passait ce soir, par un mail en demandant que ça soit sous cet augure-là. J'espère que ça va se passer comme ça, parce que c'est vrai que... Voilà. Mais c'est compliqué d'entendre... vous voyez, quand on commence à parler de la cour, et que dans la cour, il y en a un qui veut... Il y a tout se contredit aussi, mais c'est intéressant après de tirer, de voir comment on peut, à partir de ça, faire un projet. Il y en a qui veulent, normalement, dans la cour de Prades, par exemple, l'objectif du programme, c'était d'avoir 70% de la cour qui soit recouverte par une canopée d'arbres. Puis après, vous avez le représentant du périscolaire qui vous dit « Moi, je m'en trouve avec 120 gamins et je veux pas qu'il y ait d'arbres au milieu parce que je veux les voir et je veux que pouvoir jouer au foot sans un arbre au milieu. » Après, il y a celui qui veut presque la piscine au milieu. Après, il y en a qui... Mais bon, ça, c'est le jeu. Et puis, de toute façon, c'est là où moi, l'autre jour, j'étais un peu... en colère, c'est-à-dire que... Mais à la fois, j'ai eu une espèce de remise... Parce que c'est moi qui suis allée, j'ai eu une espèce de remise en question, c'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, je pense que j'ai peut-être pas assez expliqué le projet. Et puis à la fois, c'est difficile aussi pour des personnes de lire un plan. Je dois dire que quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Et de voir aussi les distances, d'avoir vraiment l'appréhension de l'espace et de se dire... voilà, quel espace j'aurai, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et c'est légitime jusque-là, mais c'est plutôt pas mal d'entendre aussi les enfants qui disent « Moi, je suis au CM2, ce que j'ai envie, c'est des bancs, de pouvoir discuter, d'avoir des petits recoins, que les garçons, j'en ai marre qu'ils jouent au foot parce qu'ils prennent tous la place, et que tout est fait pour les garçons. » Voilà, c'est plutôt... des réactions intéressantes. Et ces réunions sont menées par l'assistance à maîtrise d'usage. Ouais. Mais les laisse, alors là, bon, c'est un peu le reproche, c'est très... au départ, on se réunit, il y a une espèce de truc, il y a une règle du jeu, mais après, c'est quand même très ouvert. Non. Non, mais le problème de tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec 30 médecins, 30 avocats, 30 architectes, et vous n'avez que des sachants. Après, ça devient extrêmement compliqué d'échanger entre sachants, parce que chacun a sa théorie, sa vérité. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut évidemment partager, il faut évidemment échanger. Aujourd'hui, on est en train de développer de plus en plus l'échange, l'écoute. Tu as raison, je ne sais pas. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des procédures qui finalement mettent un peu à la marge toute la réflexion qu'il y a eu en amont de la réponse. Sans oublier le cahier des charges quand même. Oui, parce que ça, on en fait fi. C'est-à-dire que les problématiques environnementales sur lesquelles on a une sensibilité plus, depuis des années, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on se balade autour de ces thématiques-là, de l'environnemental, du bilan carbone, de choisir des matériaux qui sont plutôt proches, d'essayer de mettre en place des structures qui répondent à des problématiques, à des contraintes, etc. Et puis tout ça, finalement, on le balaye d'un revers de main pour, tout à l'heure, ce que je disais, que j'aurais caricaturé, dans le j'aime pas, parce que c'est que ça. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué de trouver un équilibre entre la réponse qui est fondée, réfléchie, et c'est fini. Voilà, et les éléments qu'il faut prendre en considération. Non, mais par contre, ce qui est très bien dans ce moi je trouve dans les réunions quand même, c'est aussi que les gens se sentent, se sentent impliqués, et au moins quand ils arrivent dans l'équipement, a priori ils ne vont pas le critiquer puisqu'ils y ont participé, donc ça c'est déjà, parce que comme on est quand même des Français à râler un peu et tout, au moins là on ne peut pas râler puisqu'on était à la réunion, donc au moins ça évacue certains... Ça doit favoriser la population. Tout à fait.
Ouais, ça, Oui, ça c'est sûr. important. Ouais. C'est pas sûr. Marie-Josée Garfido, est-ce que la maîtrise d'utilisation, d'utilisateur, je sais pas comment, L'usage, ouais. d'usage, elle ne devrait pas se réunir plutôt en amont de... Ça a été le cas. Ça a été le cas. Oui. En fait, avant même que nous on soit choisi, qu'il y ait un concours qui soit lancé, ils ont fait, je crois, 6 réunions de maîtrise d'usage. Ils ont réuni en fait tout ce que vous disiez, les utilisateurs, pour en fait savoir exactement ce qu'ils souhaitaient par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est là ce dont je vous parlais, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui ils ont des classes en maternelle qui sont très grandes puisque c'est une démolition reconstruction et évidemment ils souhaitaient avoir les mêmes classes, ce qui est légitime, mais qui d'un point de vue budget était difficile à obtenir. Donc il y a eu vraiment, mais je pense qu'en programmation c'est presque nécessaire de savoir ce que les utilisateurs ont envie et besoin. Oui, mais je veux dire que dans la mesure où c'est vraiment déterminé, parce que toutes ces discussions, chacun dit moi je voudrais ça, serait peut-être bien qu'avant le lancement du concours, on les mette déjà d'accord. Ah, mais c'était le cas. Ah, c'était avant le lancement. Oui, tout à fait. C'était pour le moment des programmes. Non, moi, si vous voulez, moi je suis. Nous, dans cette partie-là, on n'existe pas en fait. Exactement, c'est ça. Nous, on arrive au moment où le programme il est fait. Donc on part à partir d'un programme. Donc ils ont encore des Oui, ils ont encore des idées à mettre. Forcément, parce que dans les réponses qui ont été apportées dans le cadre du concours, donc le programme a été fait dans ces concertations, en prenant des éléments déjà qui semblaient être importants et qu'ils avaient décidé. Donc ces éléments-là ont été mis dans un programme sur lequel 3 équipes ont répondu, avec 3 réponses différentes, avec 3 vocabulaires architecturaux différents, avec 3 sensibilités différentes. Donc dans cette sensibilité, dans le projet qui a été choisi en l'occurrence le nôtre, ils ont encore des éléments de discussion, puisque la réponse n'est pas forcément stricto sensu dans les attentes des utilisateurs. Donc je ne sais plus combien de réunions sont, 7 je crois, oui, qui sont programmées pour ces maîtrises d'usage. Et ces 7 réunions sont là justement pour tenter de mettre d'accord les utilisateurs, leurs souhaits et notre projet architectural. Parce que même si vous avez un programme qui est quand même, enfin ça on est tous confrontés à ça, même si vous avez un programme qui est relativement précis, il faut savoir que vous auriez 50 architectes, vous aurez 50 solutions. Donc évidemment, chaque solution a ses défauts et ses qualités, à savoir que par exemple sur Bras-de-Lez, un des confrères qui était face à nous, avait mis des classes au rez-de-chaussée et nous on a mis toutes les classes à l'étage. Donc si vous voulez, déjà les enseignants ils se retrouvent avec des propositions qui sont différentes. Après ça induit pendant le jury de concours, par exemple, tous les jours il faut qu'ils amènent des enfants, enfin que les enfants montent un étage dans notre proposition. Peut-être qu'il y a un autre confrère, lui, il avait, je crois, 1 ou 2 classes qui étaient au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que les plus petits, par exemple, pouvaient aller directement de la cour à leur classe. Donc si vous voulez, c'est à partir du plan que les utilisateurs, enfin en tout cas que le plan, il ne faut pas se dire qu'il y a des changements énormes. D'un coup, ils ne disent pas, moi je veux pas de courbe, ils partent quand même du plan qu'on a proposé, mais après il y a des fois des chaises musicales, le dortoir d'un coup il est à gauche, il passe à droite, après voilà, c'est des choses comme ça qui... Moi je suis Kathleen Vanax, architecte, Annie. J'ai une question concernant la maîtrise d'usage. Est-ce que vous voyez la différence entre un programme qui est fait par un programmiste qui était aussi à l'écoute, mais sans avoir la casquette maîtrise d'usage, et ce que vous avez dit? Et deuxième partie, est-ce que vous n'avez pas pu faire ce réunion de concertation avec les usagers, parce que vous avez vraiment besoin de maîtrise d'usage? Alors, des programmes. Le programme, enfin, on ne va pas se cacher un petit doigt, parce que François va mettre des formes, moi je vais mettre beaucoup moins. C'est fonction de notre maître d'ouvrage préféré.
et de l'investissement que ce dernier a souhaité mettre dans l'élaboration du programme. Il nous arrive de répondre à des programmes extrêmement bien ficelés, extrêmement bien faits, comme vous pouvez avoir 2 à 4 pour un projet à 3-4 millions d'euros. Donc, je pense avoir répondu déjà à la première. Non, mais c'est savoir la différence entre un programme où il y a eu. Tu peux avoir les deux. Un programme de qualité. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas une vérité. Non, il n'y a pas de recette, mais pour avoir un bon programme, il faut que ce soit en général fait par un programmiste. Après, s'il est clair que plus il écoute l'usager, mieux c'est. Ça paraît évident. Mais à part ça, c'est pas non plus. Enfin, il ne faut pas que la maîtrise d'usage se transforme en un miroir aux web où on laisse croire aux utilisateurs qui vont pouvoir décider de tout à toutes les étapes. Il y a plus on avance, plus il y a des invariants. Par exemple, on ne devait pas se retrouver en maîtrise d'usage en phase post-concours à remettre en cause certains éléments du programme. C'est ce qui peut se passer. Donc ça, il est vrai que ça doit être un peu plus cadré pour expliquer aux gens ce qui est devenu à cette phase-là des études invariants et non discutables, non négociables, et ce qui est négociable. Les espaces de liberté se réduisent de plus en plus que le projet avance. D'autant qu'en fait aujourd'hui les projets sont devenus des sortes d'équilibres assez complexes, notamment pour respecter les paramètres environnementaux. Et c'est un peu comme une grande mécanique, et quand on change certains paramètres, ça change tout, enfin ça peut changer tout l'équilibre du projet, et qui ne réponde plus aux enjeux environnementaux, qui soient plus labellisés, c'est bien l'argent, etc. Et ça, il faut quand même être capable d'avoir le courage d'expliquer aux gens et pas laisser rêver et faire croire qu'on peut absolument tout négocier, tout changer et tout remettre en cause. En fait, c'est la question que bon, j'ai pas eu la réponse la dernière fois, je dis parce que c'était à cette réunion, j'étais là et que j'ai demandé en fait à l'AMO, qui a pris donc une personne qui est assistante à maîtrise d'usage, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez dit aux utilisateurs? Et ça, j'ai pas eu la réponse. Jusqu'où, à un moment donné, les utilisateurs, quelle est leur implication, ou en tout cas, en quoi ils peuvent modifier le projet. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'au niveau de l'archi, bon, la cour, je ne sais pas, ça a été un sujet où, je sais pas, ils se sont tous jetés sur la cour en disant on va faire la page blanche, on va redémarrer le dessin. Mais concernant le projet par lui-même, je dirais que c'est quand même, les changements sont quand même relativement à la marge. Et je trouve que quand on arrive à expliquer correctement pourquoi on a mis ça là, et pas là, et pourquoi fonctionnellement les choses, c'est quand même des changements qui sont très à la marge. Enfin, j'espère que ça va se confirmer et que ça va être comme ça dans la suite des études. Parce que, puis de toute façon, moi je sortirai toujours la carte qu'à un moment donné, les délais d'études, ils sont tellement réduits maintenant, parce que même sur un bâtiment comme celui-ci, qui a de grandes ambitions environnementales, et on sait aujourd'hui ce que ça veut dire avec tous les bureaux d'études où avant. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on a quand même changé de métier parce qu'avant, même si on travaillait en parallèle avec les bureaux d'études, on ne les faisait pas rentrer dans la danse aussi rapidement que ce que l'on le fait maintenant. C'est-à-dire que maintenant, dès que tu démarres tu sais, en concours, si tu n'as pas les bureaux d'études thermiques, CVC qui sont derrière, parce qu'aujourd'hui le CVC il est presque plus important que presque la structure. Parce que le montant de tout ce qui est technique est devenu plus important que même la structure, même les grosses œuvres du bâtiment. Disons que le boulot il s'est modifié, comme dit Guillaume, on est sur la ligne chaque fois parce qu'on est dans un gros bateau avec quand même l'environnemental, enfin tout ce qui est environnemental qui est devenu important, à juste titre, hein, c'est pas, heureusement, mais c'est vrai que ça a modifié la façon de concevoir en tout cas.
Hervé Girardin, donc je suis enseignant supérieur, et avant d'être enseignant, j'étais ingénieur dans une grosse entreprise. Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à des concours réalisation, donc en partenariat avec l'entreprise? Parce que c'est vrai que je pense que vous êtes... Ah oui, la cuisine. Ouais, je pense que être confronté justement à la réalisation, d'avoir des multi-entreprises, et pour gérer tout ça, ça ne doit pas être simple. Non. Et après, je sais que l'avantage aussi des concours participation avec les entreprises, des concours réalisation, davantage les entreprises, elles comprennent, elles doivent comprendre l'architecture, alors que souvent, bon, il y a un bis-bis entre les entreprises et les architectes, comme il y a un bis-bis entre les interlocuteurs architectes, parce qu'on manque justement de communication et de langage, pas assez attentif à l'architecture peut-être, et c'est vrai que je pense que les entreprises, elles peuvent vous apporter quelque chose, et surtout vous apporter énormément de choses à l'entreprise. C'est un dialogue qui se passe non pas entre architectes et sous-traitants, mais entre co-traitants. On amène une autre dimension vraiment en tant que collectif. Non pas en tant qu'administration. Alors je ne sais pas si, à travers vos différentes expériences, est-ce que vous avez ressenti ça ou pas? Cette richesse. Non, ça on le vit sur le chantier, oui. Avec l'échange, parce qu'il y a deux postures qui ont fait du chantier, où on est le sachant et puis on a une position dogmatique, on explique tout à tout le monde, c'est pas la nôtre. On est plutôt dans l'idée qu'il faut échanger avec les entreprises, même si ça devient de plus en plus compliqué, du fait de la raréfaction des sachants et des problématiques de recrutement dont souffrent les entreprises. Mais on est plus dans cette thématique de se dire qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Donc à la fois par le gouvernement qui sait mettre en œuvre et qui a peut-être des solutions à nous apporter par rapport à un rêve que l'on aurait réalisé. Et ça permet comme ça d'avoir transversalement des échanges qui permettent de s'enrichir les uns les autres. Après, concernant le rapport avec la grosse entreprise qui nous solliciterait pour faire une opération de réalisation de conception, on l'a vécu, pas beaucoup de fois, nous l'avons vécu, et on a finalement qu'une grosse contrainte dans ce cas de figure-là, c'est l'argent. Et le seul filtre, c'est l'argent, l'argent. Donc la réponse architecturale, finalement, prend peu d'importance au regard des contraintes économiques. Donc, puisque lui-même étant confronté souvent à de la revente, ou de l'achat souvent, et que son prix de vente finalement doit correspondre aux attentes de ce qui lui espère et de ce que l'acheteur espère aussi. Donc on est dans cette espèce d'étau qui nous contraint finalement à avoir une réponse qui est plus celle du porte-monnaie que celle de la conviction. Alors je vais poser aussi cette question parce qu'après j'ai entendu la deuxième question. C'est que je pense qu'à l'heure actuelle, la plupart des maîtres d'ouvrage sont un peu frileux sur les marchés globaux de performance. Et c'est vrai qu'on va y arriver, et je pense que même dans un groupe scolaire, on peut y arriver. Parce qu'à partir du moment où on parle d'environnement, on parle de maintenance, on parle aussi d'énergie, etc., forcément, il y a des performances d'utilisation d'énergétique, etc. Et c'est vrai que dans ces marchés globaux, global de performance, on fait de la conception, de la réalisation, donc forcément, il y a un mariage architecte et entreprise. Inévitable. Le contrat de mariage, c'est pas souvent l'avantage de l'architecte. C'est pour ça que je vous pose la question, voilà. Non, la qualité d'architecture, c'est pas le sujet de l'entreprise. Hein. À la limite, ça sert pour gagner le concours. Voilà, c'est tout. Et après, on déshabille la mariée. C'est ça, exactement. Par contre, c'est vrai que quand on fait de la conception pure, c'est vrai que l'architecture, là, c'est super. Par contre, après, est-ce que vous avez rencontré les problèmes de la réalisation quand vous avez des multitudes d'entreprises à jamais? Mais, enfin, je sais pas, vous parlez d'architecture pure, mais je sais pas ce que ça veut dire. Oui, on conçoit l'architecture comme c'est certes une idée, mais ça doit être construit. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que quand on réfléchit à comment ça va être construit, c'est pas des choses irréalistes, et on sait que ça peut être fait dans un rapport avec les entreprises, dans un dialogue avec les entreprises. Et justement, quand vous avez un dialogue avec beaucoup d'entreprises, comment ça se passe sur le terrain?
métier. Ça se passe plutôt bien, dans la mesure où on a on tente d'apporter in fine l'image que l'on a vendue au concours. Donc il n'y a pas de différence notable entre une image, une perspective de concours et le produit fini. Donc pour arriver à ce résultat-là, c'est d'une part par les études qui sont réalisées, et après, et c'est là la partie la plus importante du projet, c'est la réalisation. Parce qu'on peut avoir fait le plus joli projet de la planète, si derrière un DET, donc un chantier, on se loupe, derrière, c'est le seul élément dont tout le monde se souviendra. La forme d'un ouvrage, et les utilisateurs, Mais est-ce qu'il est... je vais au bout. Donc, non, mais c'est que dans cette liaison avec les entreprises, et c'est là où il faut en fait arriver à gérer les 18 corps d'État, voilà, c'est d'être suffisamment ferme pour que le respect de l'architecture du bâtiment et des éléments techniques du bâtiment soient respectés. Donc, il faut être relativement ferme sur ces sujets-là et savoir aussi laisser filer des éléments qui sont plus futiles et moins importants au regard de ce qu'il faut, produire in fine. Donc voilà, le chantier c'est compliqué, mais voilà, on arrive au résultat en tout cas escompté. Je vous propose de prendre la dernière question peut-être. Très intéressant ce débat, etc., sur la maîtrise d'ouvrage, la programmation, etc. On n'a pas parlé d'architecture. On n'a pas parlé de ce que vous nous avez présenté. Et je trouve que c'est dommage, parce que ce que vous nous avez présenté est pour moi fort intéressant, parce que ça correspond à des idées anciennes, etc., qui est de faire une architecture contextuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une architecture qui répond fortement à son environnement. Et à son environnement bâti, à son environnement physique, etc., etc. Et on vient poser un projet en tenant compte de tout ça. C'est les arbres, c'est les voisinages, c'est la voie ferrée qui passe, etc. Et tout ça, j'aime beaucoup ce que vous avez présenté dans ce sens-là. À l'inverse des folies montpelliéraines ou des choses comme ça, qui sont des objets. C'est la grande différence entre un objet posé comme ça et puis un objet qui joue fortement et qui dialogue avec tout ce qui est autour. Et bon, c'est une remarque, c'est pas une question, c'est que bon, j'aime bien ce que vous avez présenté dans ce sens-là. Merci. Merci, monsieur. Bien. Écoutez, je vous propose de lever la séance. Merci.